Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier avec à la prise de son Benjamin Vignal. Alma llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Lassus pour parler de la sagesse universelle du Petit Prince. Pierre Lassus, bonjour. Bonjour. Bonjour Lélie. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Pierre Lassus. Vous êtes psychothérapeute avec une formation plus spécifique en analyse transactionnelle et gestalt thérapie. Et surtout, vous êtes directeur de la publication Vue d'enfance et aussi administrateur de l'Institut de victimologie, directeur général honoraire de l'Union française pour le sauvetage de l'enfance. Vous avez aussi tenu pendant plusieurs années une chronique sur RMC consacrée à la psychologie de l'enfant. Autant dire que vous êtes un homme très actif, bien sûr, on le voit, mais avec un fil rouge qui traverse vos activités, vos centres d'intérêt, ce que vous êtes, tout simplement. Et ce fil rouge, en fait, c'est l'enfance. L'enfance comme ça, stade de la vie, bien sûr, temps premier de la formation de l'être humain, mais peut-être aussi, avec le nouveau livre que vous publiez, l'enfance spirituelle, cet état de l'être qui demeure au cœur de l'humain, et qui nous habite, quel que soit notre âge biologique, pour peu que l'on n'ait pas systématiquement œuvré à l'oblitérer, voire à la détruire. Ce sont ces deux enfances, en fait, qui vous ont inspiré la sagesse du Petit Prince à la recherche de l'enfant perdu avec Saint-Exupéry, ouvrage que vous avez publié aux éditions Albin Michel. En fait, fondé sur le parallèle entre le récit du Petit Prince et la biographie d'Antoine de Saint-Exupéry, cet essai met en lumière la manière dont Saint-Ex, pour les intimes, a su transmuer ses propres épreuves pour transmettre un message universel. Car message universel, il y a. Ce qui le prouve, c'est que Le Petit Prince est l'un des best-sellers incontestables de ces dernières années, qu'il a été traduit dans quasiment toutes les langues écrites du monde, et visiblement que ce petit conte ou cette parabole, comme vous allez nous le dire, a été perçu comme une source de sagesse, d'inspiration universelle. Alors effectivement, c'est le livre, je crois, le plus vendu au monde avec la Bible, donc c'est quelque chose qui touche le cœur de l'être humain. Il a su toucher vraiment à ce qui est de plus universel. Mais avant qu'on en parle et que vous nous fassiez le lien entre ce récit et la vie de Saint-Exupéry, un petit mot sur vous-même, parce que vous travaillez donc sur l'enfance et notamment sur l'enfance maltraitée. Est-ce que c'est le lien avec votre métier qui vous a particulièrement finalement connecté au Petit Prince ? Oui, enfin, il y a eu des hasards, des rencontres aussi, qui fait que j'ai rencontré une personne qui s'occupe du Petit Prince, Delphine Lacroix, qui gère tout ce qui se passe autour du Petit Prince. Et il se passe énormément de choses, puisque 200 millions d'exemplaires vendus, c'est quand même extraordinaire. 270 langues dans lesquelles le Petit Prince a été traduit. Oui, parce que c'est un livre a priori pour enfants. D'ailleurs, quand Saint-Ex rédige ce livre, c'est à la demande de ses éditeurs new-yorkais en 1942. Il lui demande de faire un conte pour enfants à l'occasion de Noël. Et il va sortir ce Petit Prince qu'il va écrire assez rapidement. D'ailleurs, les éditeurs ne seront pas contents du tout, parce qu'un conte pour enfants qui se termine apparemment par la mort de l'enfant, surtout pour Noël, ils n'avaient pas du tout envie de ça, mais Saint-Ex va tenir bon. Alors c'est vrai que je suis, ayant toujours travaillé avec des enfants, et des enfants maltraités, hélas pour eux, je suis absolument convaincu de l'importance extrême de la façon dont chacun d'entre nous, chaque sujet, vit son enfance, selon qu'il a des parents suffisamment bons, comme disait un psychanalyste anglais qui s'appelait Winnicott, et qui s'est beaucoup occupé d'enfants. S'il n'a pas eu des parents suffisamment bons, des parents médiocres, des parents mauvais, des parents criminels, évidemment, sa vie en sera marquée. J'avais écrit il y a quelque temps un ouvrage qui s'appelait « L'enfance du crime », dans lequel je montrais que tous les grands criminels,
sans exception. Enfin, je n'avais pas trouvé, y compris Hitler, Staline, Milosevic, Saddam Hussein, ont été des enfants maltraités, comme s'il fallait avoir été maltraités pour devenir criminel. Heureusement, tous les enfants maltraités ne deviennent pas criminels, mais disons que c'est la condition sine qua non, y compris les Émile Louis, les Guy Georges, etc., etc. Alors, par opposition, quand je me suis trouvé, en parlant justement avec Delphine Lacroix du succès universel du Petit Prince, parce que c'est toutes les cultures, c'est tous les âges, c'est tous les pays, c'est de l'Amérique du Sud au Japon. Enfin, on se dit pourquoi est-ce que ça plaît tellement, et ça plaît tellement à tout le monde, et pourquoi est-ce que tout le monde ressent une émotion forte à la lecture de cet ouvrage finalement très petit, il y a une 50aine de pages, bon, il n'y a pas grand-chose. Alors par opposition, puisque je voyais l'enfance des criminels, je me suis dit, quelle a été l'enfance de quelqu'un qui est capable d'écrire un message universel où il est question d'un enfant, et d'un enfant qui joue le rôle principal et qui va faire des enseignements, en effet, de sagesse. Donc c'est bien, en effet, ce rapport particulier que j'ai à l'enfance, puisque je me suis occupé d'enfant toute ma vie, qui m'a fait m'interroger sur le miracle du Petit Prince et quel lien possible avec l'enfance de l'auteur. Alors, tout à fait, je comprends dans ce sens-là. Mais il y a une autre question que je me pose. Je me demande si c'est vraiment un livre qui est destiné aux enfants. Parce que moi, je ne l'ai pas lu enfant. Oui. Je l'ai lu beaucoup plus âgé. J'avais 18 ans ou 20 ans. Ça m'a touché. Mais je me dis, est-ce que vraiment des enfants, pour vous, est-ce que des enfants de je sais pas, 7 ans, 8 ans peuvent être touchés par le Petit Prince? Oui. Vous pensez qu'à tous les âges, on peut être touché par c'est Petit ça, Prince? ce qui est assez intéressant, c'est parce qu'évidemment, il y a plusieurs niveaux de lecture possibles, mais ça marche avec tout le monde. Ceci étant, ce que je pense aussi, c'est que s'il n'y avait pas eu les dessins, et peut-être on y reviendra, le livre n'aurait pas marché comme ça. C'est-à-dire, je crois que le Petit Prince, c'est à la fois quelques phrases que tout le monde répète, l'essentiel n'est visible qu'avec le cœur, etc. Tout le monde connaît, apprivoiser le renard, bon, bref, mais il y a les dessins. Et ces illustrations, Syntex a été extrêmement pointilleux là-dessus. Quand il a fait le bouquin, il a exigé des éditeurs, ce dessin, il doit être en couleur, celui-là, il ne doit pas être en couleur. Et c'est lui qui a fait les dessins. Et c'est lui qui a fait les dessins. Et je pense que si ça n'avait pas été lui, alors bon, on peut toujours réécrire l'histoire, mais je ne suis pas sûr que ça aurait aussi bien marché, parce qu'il y a vraiment une projection dans ce livre de l'inconscient de Syntex, quelque chose qui va vraiment au plus profond de lui-même, mais ça passe aussi dans des dessins. Tout est dans le Petit Prince. C'est-à-dire qu'au moment où il est toujours avec ce projet, il dit « j'arriverai jamais à le publier, alors ça sera mon livre posthume », c'est ce Citadelle qui à lui seul fait plus de pages que tout le reste de l'œuvre de Saint-Exupéry. C'est un monstre, ce livre, et c'est très compliqué, ça ressemble, c'est un peu une imitation de Zarathustra, enfin bon, c'est pas... Franchement... Et il s'est pas rendu compte qu'il avait déjà dit l'essentiel dans le Petit Prince. Mais il se rend pas compte parce qu'il publie Le Petit Prince en 42, donc c'est le moment du débarquement en Afrique du Nord, et il va partir avec un exemplaire du Petit Prince qu'on a tiré spécialement pour lui, et il ignorera évidemment le succès phénoménal du livre. Alors, en revanche, Citadelle ne fait pas partie des best-sellers, voilà. Donc, tout est là-dedans. Mais il n'en a pas conscience. À l'évidence, il ne sait pas ce qu'il est en train d'écrire, à mon avis. Il ne se rend pas compte qu'en dessinant, en projetant ces choses extrêmement simples, la rencontre entre un aviateur en panne, ce qui est du côté du réel pour lui, et puis ce Petit Prince surgit de nulle part, qui atterrit aussi, il fait passer l'essentiel de son message. Il en a quand même peut-être une très très légère intuition qu'on peut voir dans la dédicace. Ah oui. Et je voudrais exprès pour vous, Frédéric, lire cette dédicace parce que c'est peut-être une réponse à votre question sur est-ce que c'est un livre pour les enfants ou est-ce que c'est un livre pour les grands. Voici ce que Syntex dit lui-même. À Léon Verte, je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Verte quand il était petit garçon. C'est magnifique.
Tout commence dans la dédicace. Oui, bien sûr. Et puis, c'est pas n'importe qui, Léon Werth. Hein. Léon Werth est menacé parce qu'il est juif. Il est caché en France et Saint-Ex, à ce moment-là, souffre terriblement, mais c'est une vraie souffrance. C'est pas de ne pas être au combat, de ne pas combattre, parce qu'il y a ce lien. C'est pour ça que les dessins sont aussi un signe, c'est qu'il y a toujours chez Saint-Exupéry le lien entre la parole et le faire. Il ne supporte pas les gens qui parlent et qui ne font pas. D'où ces démêlés terribles à New York dans 41-42, avec par exemple les gaullistes, entre guillemets, réfugiés à New York avec femmes et enfants, à Manhattan, assez tranquille, hein, c'était 41, Manhattan, c'est pas mal, et il lui donne des leçons de patriotisme. Alors là, lui, il vient de se battre, il vient de faire la guerre comme pilote, c'est le fameux livre Pilote de guerre, Flight to Arras, et il a failli mourir, beaucoup de ses camarades sont morts, et avec André Breton qui lui donne des leçons de civisme, il lui écrit des lettres, enfin au moins une lettre qui est terrible, et en gros il lui dit « Moi mes amis sont morts au combat, vous les vôtres sont là à New York, ça prouve, on n'a pas les mêmes amis, mais je crois que les miens sont meilleurs que les vôtres. » Et donc en 42, il veut, et alors il souffre, notamment Léon Werth devient emblématique, c'est ce pauvre, cet ami qui est tout seul, isolé en France, et lui voudrait pouvoir combattre parce qu'il voudrait libérer, il voudrait donner à manger à ces gens, il voudrait sortir. Donc, quand on a vaguement, quelquefois, laissé entendre que Saint-Exupéry, il aurait été vaguement un peu collabo parce qu'il n'a pas condamné fermement le régime de Vichy. Mais c'est pas vrai du tout. C'est simplement, il voulait combattre. Mais il avait une peur panique de la discorde entre les Français. Ça, c'est son truc qui revient sans arrêt. Il veut pas que les Français se déchirent. Et d'où il croit, alors pour des raisons complexes, je pense, que De Gaulle est quelque part le diviseur des Français. Donc il va faire le mauvais choix, il va se ranger du côté de Giraud, et puis le débarquement algérien ayant eu lieu, il y a le conflit de Gaulle-Giraud, il s'aperçoit assez rapidement d'ailleurs que Giraud est nul, il le dit, il l'écrit, il dit quel con ce Giraud, mais c'est trop tard, et on va l'empêcher pendant longtemps de retourner au combat, pour ces raisons-là. Or il en souffre terriblement. Alors revenons à l'enfance, parce que vous nous disiez, donc, y a-t-il un lien entre le Petit Prince et l'enfance de Saint-Exupéry? Ah bah évidemment, ça, je pense. Quelle est l'enfance de Saint-Exupéry? Alors moi j'ai été un peu embêté parce que quand j'ai commencé ce livre, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je voulais trouver dans l'enfance de Saint-Exupéry ce qui rendait compte de sa capacité à écrire un message universel qui plaise à tout le monde, et notamment aux enfants, mais pas seulement aux enfants, aux grandes personnes qui retrouvent du coup leur enfant. Or c'est exactement ce qui se passe dans Le Petit Prince. C'est Saint-Ex qui retrouve son enfance, et je m'étais dit, je vais trouver dans l'enfance de Saint-Ex ce qui en manque de chance. J'ai eu beau fouiller un peu partout, dans toutes les archives qu'on a gentiment mis à ma disposition, il n'y a rien, ou à peu près rien, sur l'enfance de Saint-Exupéry. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'école, qu'il soit scolarisé. Là, on commence à avoir des détails. Sinon, on n'a rien. Sa mère n'en parlera pas. Sa sœur Simone va écrire un livre qui s'appelle « 5 enfants dans un parc », où elle raconte l'enfance des 5 enfants Saint-Exupéry dans le parc de leur tante, la fameuse comtesse de Tricot qui les héberge puisque le père est mort. Mais on en parlera sûrement. C'est quand même un événement qui est Oui. C'est un événement. Il avait 4 ans, je crois. Il avait 4 ans. Son père meurt à 41 ans et la petite dernière, Gabrielle, la dernière fille, puisqu'il y a 5 enfants, elle a 6 mois quand le père meurt. Or, en 1904, une famille où la mère, à 28 ans, se retrouve veuve avec 5 enfants et ils n'ont pas d'argent. Ils sont fauchés. Ils ont beau descendre des croisés, etc. La famille de Saint-Exupéry, c'est quand même la très grande noblesse, la très vieille noblesse. Ils sont fauchés. Et s'il n'y avait pas cette comtesse de Tricot, qui est la marraine de la mère de Saint-Exupéry, qui, elle, a de l'argent et qui va les héberger, les prendre en charge jusqu'à sa mort. Sinon, ils étaient dans la misère. Bon. Et donc, c'est en effet un événement qui est très loin d'être banal. Or, il n'en est jamais question. Et dans le livre de Simone de Saint-Exupéry, où elle raconte, alors là, c'est un peu la comtesse de Ségur, n'est-ce pas, les enfants. C'est l'image d'Épinal. Voilà, il joue. Alors Antoine, il a construit une bicyclette volante qui ne volera jamais, bien entendu. Et puis, il a construit un moteur qui explose et qui fait... C'est le frère François, d'ailleurs, qui est assez sérieusement blessé. Bon, enfin voilà, bon, c'est la comtesse de Ségur. Et il n'y a rien sur la disparition du père. Vous citez 2 lignes. Il y a 2 lignes dans le livre de Simone. Hélas, notre père est mort très jeune, laissant notre mère avec 5 enfants. Heureusement, notre tante... voilà. Bon, 1 ligne et demie sur la mort du père en 1904, qui laisse une famille dans le besoin, s'il n'y avait pas cette fameuse comtesse. Mais on ne sait rien de l'enfant de Saint-Exupéry.
Sinon, en effet, qu'il y a un père qui est mort et que ça a dû être un choc psychologique, affectif, économique, et que l'on n'en parle pas, et qu'on efface jusqu'à la mémoire de ce père. Personne n'en parle. Voilà. Est-ce que le psy que vous êtes trouve un lien entre ce tabou, Ah cet oui, effacement ça, je et pense, le Petit Prince? Oui, je pense que comme... Qu'est-ce qui, dans l'histoire du Petit Prince, pourrait évoquer ce père absent, par exemple? Ce père absent, c'est que déjà, le Petit Prince, il n'a pas de père ni de mère. On ne sait pas d'où il vient. Il vient d'un astéroïde qui est parfaitement désert, qui est pas du tout hospitalier. Il devait s'ennuyer sérieusement, le Petit Prince, sur sa planète, malgré la rose, la fameuse rose. À mon avis, qu'elle a miteuse. Mais enfin, on en reparlera peut-être. Oui. Oui, vous avez des pages très dures pour la rose. J'ai des pages très dures pour la rose. Compatissante. Non, ce qu'il y a, c'est que, pour moi, c'est la rencontre de Saint-Exupéry avec lui-même enfant. Parce que ce lui-même enfant ne pouvait pas exister aussi longtemps qu'il n'avait pas des racines, justement, des racines paternelles. Aussi longtemps que ce père, non seulement n'était pas là physiquement, mais on avait effacé jusqu'à sa trace. Et je pense que dans la vie de Saint-Exupéry enfant, il n'y a pas de place pour un père, et à ce moment-là, il ne peut pas transformer des affects qu'il avait été enfant en souvenirs. Il faut qu'il y ait ce travail d'élaboration dans notre psychisme, où on va transformer ce qu'on a vécu, ce qu'on n'a pas vécu, nos joies, nos douleurs, etc. Et je pense qu'il n'a pas pu le faire parce que ce père n'était pas là. Il faut dire qu'en plus, dans la réalité, son frère François meurt à 15 ans. Et donc, c'est aussi un deuil terrible, dont il ne parle d'ailleurs jamais non plus. Or, il a toujours sur lui, dit-on, une photo de son frère sur son lit de mort, ce qui est quand même assez... c'est quand même assez lourd, mais il n'en parle jamais. Il n'en parle jamais. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Il ne semblait ni égaré, ni mort de faim, ni mort de fatigue, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, je sortis de ma poche une feuille de papier, un stylographe, et je dessinai. Il regarda attentivement. Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je dessinai un autre mouton. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin de Pierre Lassus, qui nous parle de la sagesse du Petit Prince à l'occasion de la publication de son livre chez Albin Michel. Lélie Anvar. Oui, alors on a parlé du père, on a parlé des frères et sœurs. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur la mère, parce que vous avez dit tout à l'heure que tous les grands criminels ont été maltraités, et que donc ça vous avait donné l'idée de voir comment ça se fait que cette œuvre, au contraire très positive sur l'enfance, en quoi elle était liée à l'enfance. Or, vous citez plusieurs passages de lettres que Saint-Exupéry envoie à sa mère, dans lesquels il parle de l'amour et de la protection. Il se sent profondément protégé, même de très loin, par l'amour et la présence de sa mère. Donc, est-ce que ça n'explique pas, enfin, d'un certain côté, l'absence du père peut expliquer beaucoup de choses, mais aussi la présence extraordinairement protectrice de la mère peut peut-être aussi expliquer cette vision positive qu'il propose. C'est-à-dire que je crois profondément que s'il n'y avait pas eu une mère aussi presque parfaite, j'allais dire, c'est extraordinaire. Cette Marie Saint-Exupéry est extraordinaire parce que elle est extrêmement bienveillante, extrêmement protectrice, et elle laisse ses enfants, et notamment Antoine, aller
vers eux-mêmes, à la rencontre d'eux-mêmes. Dans un bouquin ancien, je parlais de la parentalité suffisamment bonne en disant une bonne parentalité sont des parents, c'est les 3 P de la parentalité qui protègent leur enfant, qui pourvoient à ses besoins de tous ordres, affectifs, psychologiques, matériels, etc. Et le 3e P, c'est permettre. Donner la permission à un enfant de devenir qui il est. Or, Marie Saint-Exupéry donne la permission à ses enfants de devenir qui ils sont. Par exemple, cette Simone va devenir une des premières femmes reçues à l'école des Chartes et va partir au Vietnam. Personne ne veut qu'elle parte au Vietnam. Tout le monde dit « mais ne pars pas », etc., etc. Et la mère est d'accord pour qu'elle parte. Et la mère est d'accord pour que Saint-Ex devienne aviateur. Et devenir aviateur en 1930, c'était pas comme l'actualité. Bon, je ne voudrais pas faire de mauvais esprit, mais les pilotes de ligne, à l'époque, ils mettaient leur vie en jeu. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup qui mouraient. D'ailleurs, les 2 meilleurs amis de Saint-Ex, Guillaumet et Mermoz, vont mourir dans des accidents d'avion. Donc c'était vraiment un engagement. Là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure pour Saint-Ex, la nécessité de mettre sa vie sur le tapis. Voilà, il dit, si je ne mets pas ma vie sur le tapis, j'ai pas le droit de jouer. Voilà. D'ailleurs, en 40, il refusera de prendre la parole à la radio. On lui demande de faire des émissions. Il dit non, moi je veux combattre. Et si je ne combats pas, j'ai rien à dire. Donc, pour revenir à cette mère, elle le laisse, bien qu'elle soit morte d'angoisse, et ça se sent dans sa correspondance, elle lui donne la permission de devenir qui il a envie d'être. Et ça, c'est formidable. Et je pense qu'avec ce traumatisme de la mort et de la disparition affective même de ce père dans l'histoire de Saint-Exupéry, s'il n'y avait pas eu cette mère, en plus Marie, bon, voilà, c'est Marie, elle est toute bienveillance. J'ai rien trouvé, j'ai peut-être pas bien cherché, mais j'ai rien trouvé de négatif, sinon peut-être de maintenir un lien par moments assez fusionnel avec ce fils, ce qui probablement rend compte en partie de la vie sentimentale extrêmement compliquée et globalement peu satisfaisante de Saint-Exupéry, parce que la femme absolue, la femme parfaite, c'était sa maman. Voilà. Un Oedipe non résolu. Je pense. Bah oui. Et en plus, il n'y a pas de père. Bah oui, il n'y a pas de père pour faire barrage. Voilà. Donc, mais ceci dit, elle est extraordinaire. Cette femme est vraiment extraordinaire. Elle va mourir très âgée. Elle survit, je crois, 25 ans, 26 ans. Et en plus, elle a perdu son mari, elle a perdu son fils François. L'aînée des filles est morte, Marie-Madeleine est morte également de la tuberculose. Donc, elle a perdu 3 enfants sur 5. C'est quand même beaucoup. Et vous dites, elle est restée jusqu'au bout extrêmement croyante, bien que pas tout à fait conventionnelle, mais elle a gardé une foi chevillée au corps qui aussi n'est pas sans doute sans conséquence sur le caractère et ce que Saint-Exupéry porte en lui-même. Oui, elle est restée jusqu'au bout très catholique, très croyante. Il faut dire que la comtesse de Tricot était elle-même très catholique. Elle emmenait tout le monde à la messe tous les jours. Enfin, quand même, donc c'était pas banal. Bon, apparemment, Antoine n'était pas très intéressé. Très grenouille de bénitier. Mais n'empêche qu'il a baigné dans ce catholicisme, dans ce christianisme, en tout cas, en permanence, bien que lui-même ne s'en soit jamais revendiqué. Il n'a jamais dit qu'il était catholique, bien qu'il y ait cette quête spirituelle permanente, mais il n'y trouve pas dans une religion révélée une réponse aux questions profondes qui se posent. Alors c'est quoi la sagesse du Petit Prince ? Alors la sagesse du Petit Prince, c'est en réalité qu'il y a dans ce qu'on appelle un conte pour enfants, qui à mon avis n'est pas du tout un conte pour enfants, bien que les enfants en tirent grand profit, il y a l'histoire de la rencontre avec soi-même enfant, c'est-à-dire retrouver son enfance. Et le message essentiel pour moi du Petit Prince, c'est pour ça que je cite sur la page de garde Matthieu, si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. C'est-à-dire, c'est ce message de dire, retrouvez votre enfant, rencontrez-le, apprivoisez-le, laissez parler votre cœur. Et c'est ça, la sagesse, c'est de ne pas se couper, c'est de ne pas oublier, c'est de ne pas perdre cette part d'enfance qu'il faut absolument retrouver. Et c'est dans le Petit Prince que Saint-Ex la retrouve. Et là, il y a ce message universel qui est un message évangélique, parce que pour moi, l'évangile, c'est quand même que l'Éternel, après avoir fait une grosse bêtise, c'est-à-dire après avoir créé les premiers parents sans qu'ils aient été enfants, puisque Adam et Ève n'ont pas été enfants, donc ils ne pouvaient pas devenir des bons parents. La preuve, c'est que ça commence très mal, la parentalité, puisque Caïn... Et pourtant, Caïn n'était pas maltraité. Quoique,
Quoique. Ah, on ne sait pas. Moi, je pense que ça a été de très mauvais parents, Adoriev, parce que quand même, pour laisser leur fils se bagarrer jusqu'à ce qu'ils s'entretuent, ils n'ont pas joué leur rôle de protection, à mon avis. Bon, bref. Donc, les premiers parents n'ayant pas été enfants, ça ne peut que aller de mal en pis. Et c'est bien ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, quand même. C'est quand même catastrophique. Et alors, moi, je fais l'hypothèse qui m'aurait valu probablement d'être brûlé quelque part, que Dieu se repent. D'ailleurs, c'est écrit. Chez Joël, il y a un passage que j'ai oublié par cœur, où il dit « L'Éternel se repent d'avoir fait ce qu'il fait. Il se dit « Je me suis gouré. J'ai fait des premiers parents qui n'ont pas été enfants. Ça ne peut pas marcher. » Et l'idée géniale, c'est de dire « Je vais moi-même, le Père éternel, l'absolu, le Tout-Puissant, me faire enfant. » Et c'est ce Jésus qui, bon, alors là, il y a eu des querelles, mais qui est à la fois homme et Dieu, mais il est Dieu, qui devient un enfant. Et à partir de là, l'histoire peut recommencer avec un originaire qui n'est pas des vieux parents, c'est pas le vieux bouc, c'est l'agneau, c'est l'agneau qui est vierge de tout péché, qui recommence l'histoire du monde. Enfin, c'est ça pour moi ce que j'entends dans le message évangélique. Je ne prends pas parti, je dis c'est ça ce qui est écrit quand même, c'est que ce Jésus c'est Dieu. Et c'est un petit enfant. Vous faites remarquer ce que je n'avais lu nulle part et auquel j'avais jamais pensé, que le Petit Prince demande au pilote de lui dessiner un mouton. Bien sûr. Comme par hasard. Ah bah pas un autre animal. Et pour vous, c'est transparent que c'est une allusion à l'agneau. C'est-à-dire qu'étant en panne, moi aussi, dans mon désert personnel, puisque je n'arrivais pas à trouver les éléments dont je pensais avoir besoin et que je pensais trouver dans l'enfance de Saint-Exupéry, sinon cette absence terrible, ce père absent. Et dans Citadelle, il y a un passage, à un moment où il grimpe sur une montagne pour aller à la rencontre de l'Éternel, en fait, et il ne trouve qu'une pierre noire, ce qui correspond aussi à une expérience vécue par Saint-Ex, qui un jour est en panne dans le désert, pour de vrai, ça lui est arrivé assez souvent, et il trouve une pierre noire qui est un aérolithe, et l'image de ce Dieu qui est une pierre noire, inerte, lourde, sombre, c'est terrible, c'est une image de Dieu ou du Père, une image terrible, c'est l'image de l'absence dense. C'est-à-dire, c'est pas une absence éthérée, c'est quelque chose de lourd et de noir et qui ne bouge pas, qui ne parle pas. Donc je trouve ça, c'est terrible. Donc, étant moi-même en panne aussi dans mon désert, j'ai eu d'un seul coup, osons le mot, une sorte d'illumination. Alors comme j'étais chez des amis prêtres dans une congrégation où je vais de temps en temps passer quelque temps, je dis c'est l'Esprit Saint à tous les coups. Et je me suis dit mais ce livre c'est un livre biblique, c'est un livre évangélique. Ça commence quand même par cet aviateur endormi qui ne voit pas le Petit Prince. Il l'entend une voix dans le désert. Bon, même si on n'a pas une grande culture biblique, ça nous rappelle quand même quelque chose. Et cette voix lui dit « Dessine-moi un mouton » avec quelque chose. C'est un mouton. Et deuxièmement, c'est « dessine ». C'est une injonction, alors que il vient de dire sur les 2 premières pages du bouquin qu'on l'a empêché de dessiner. Que dans son enfance, on lui a dit « Non, dessine pas, c'est pas sérieux, fais des maths. » Et il dit « Je suis devenu pilote parce qu'on m'a empêché de dessiner. » Et voilà qu'une voix dans le désert, la voix d'un enfant, lève cet interdit. Décide-moi un mouton. Et là, j'ai dit, bon, c'est trop, là. Le mouton, le désert, la voix. L'injonction. Et puis l'injonction. Et puis après, on va retrouver le serpent. Et puis, non, mais c'est extraordinaire. Il a été nourri. Il a été nourri, de toute façon, même s'il n'est pas devenu, on va dire, religieux. Il a entendu ça toute son enfance. Donc ça travaille son inconscience. Mais oui, à l'évidence, le puits, par exemple, le puits dans le désert, on pense évidemment à la Samaritaine. Cette eau qui va, l'eau vive, mais qui n'est pas seulement pour le corps, mais aussi c'est l'eau qui peut donner la vie, etc., pour finir par une apparente mort, une mort apparente, mais le lendemain matin, on ne retrouve pas le corps. C'est quand même... c'est gros. C'est quand même gros. Et puis les dernières paroles du Petit Prince, parce que le Petit Prince, au moment où il meurt, apparemment, mordu par un serpent, bon, là aussi, il dit, voilà, c'est tout. On se souvient de la phrase du Christ en croix, tout est exactement, achevé. tout est achevé. Mais il y a pratiquement des citations presque mot à mot. Donc je pense qu'en effet, Saint-Ex est profondément imprégné de cette culture chrétienne. D'ailleurs, dans un de ses premiers livres, Courrier Sud, il raconte l'histoire d'un pilote qui rentre Enfin, ça aussi, c'est extraordinaire. Le pilote rentre à Notre-Dame, il se met contre un pilier à Notre-Dame, et il ressort, il n'a pas trouvé la foi.
Bon, alors le pilier de Notre-Dame, quand même, c'est à peu près à la même époque, Claudel, qui raconte qu'il rentre et derrière le 4e pilier, voilà, il ressort, il a trouvé la foi. Et Saint-Ex, lui, raconte que son pilote, qui est lui, parce que c'est un livre aussi extrêmement calqué sur sa réalité, lui, il l'a pas trouvé. Et il va être à la recherche de ça. Et il ne peut pas voir cette foi, cette quête spirituelle s'incarner au sens propre du terme. Et pourtant, c'est pour ça qu'il y a un passage, je fais référence au Verbe incarné, parce qu'il en parle dans un bouquin du Verbe incarné. Ce Verbe incarné, ça va être ce petit prince et ce personnage double. Et c'est pour ça que les dessins sont du côté de l'incarnation aussi. Parce qu'un dessin, c'est pas des paroles, c'est des couleurs, c'est des traits, etc. Et je crois que c'est ça. Voilà, il trouve à travers cet enfant qui apparaît et qui est lui, et qui d'un seul coup donne du sens à toute son histoire. Je voulais juste ajouter aussi sa blondeur, qui fait que il est porteur de cette espèce d'aura, presque de sainteté dans sa blondeur. Mais en tout cas, voilà, le passage qui me vient là, pendant que je vous écoute, c'est précisément un extrait du passage du puits, le fameux puits qui nous rappelle celui de la Samaritaine, bien sûr. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même ne l'a cherché. Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. Oui, dis-je au petit prince, qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. « Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec mon renard. » Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais émue. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce, le plus important est invisible. Comme ses lèvres entr'ouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore, ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre. Et marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin de Pierre Lassus qui nous parle de la sagesse du Petit Prince à l'occasion de la parution de son livre aux éditions Albin Michel. Alors, Lélie vient de nous lire un passage très beau, très poétique de ce texte. Il y a une phrase qui m'a frappé parce qu'effectivement, je pense que c'est une des plus connues qu'on ressort tout le temps sans d'ailleurs toujours savoir d'où elle vient. Saint-Exupéry qui dit « Le plus important est invisible ». C'est aussi le cœur, je pense, de sa sagesse de nous dire ça. Oui, c'est de dépasser les apparences, et c'est d'autant plus important que, encore une fois, on le disait tout à l'heure, il est très attaché au réel, au vrai. Par exemple, quand il est pilote, avant d'être pilote d'ailleurs, il a été représentant en camion. Ça, on ignore aussi, c'est-à-dire que Saint-Exupéry, sillonnant la Creuse, la Vienne, l'Indre, pour vendre des camions, c'est assez pittoresque. D'ailleurs, on dit qu'il n'en a pas vendu, ou un en un an, alors que ses collègues... C'est pas un businessman. C'était pas un businessman. Mais ce qu'il avait adoré, c'était de faire un
stage, parce qu'il fallait qu'il apprenne comment ça marchait, ces moteurs. Et puis quand il est pilote, c'est pareil. Quand il rentre chez la TCOR, les premières choses, c'est qu'on lui demande de travailler avec les ouvriers. Et il adore ça. Il y a donc ce réel qui est là, et qui doit être là. Et en même temps, il y a cette dimension spirituelle, cette dimension de... Les choses ne sont pas ce qu'elles sont comme ça. C'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'on ne voit pas, en effet, avec les yeux. C'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on éprouve, c'est ce qu'on ressent. D'où une vie dans la réalité qui est portée par Saint-Exupéry, par les affects, par les émotions. Il fait des tas de bêtises, mais il les fait parce que il se laisse guider par ce qu'il éprouve. Et il est d'un sentimentalisme parfois qui pourrait paraître excessif, mais c'est vraiment cet amour qui le porte. Et je pense que notamment, il est nourri aussi de l'amour, on le disait tout à l'heure, de l'amour de cette mère, cet amour absolu. Elle ne discute pas. Il va lui écrire des lettres formidables, mais à chaque fois, il lui réclame de l'argent quand même. C'est ça ce qui est assez constant. Oui, j'ai besoin de temps. Oh, ma petite maman chérie, je sais que... Et la pauvre Marie Saint-Exupéry, elle n'a pas beaucoup d'argent, parce que même quand la fameuse comtesse meurt, elle fait don de toute sa fortune à Marie Saint-Exupéry, mais qui est aussi une très mauvaise gestionnaire, donc les fermes perdent de l'argent, ils sont obligés finalement de vendre le château de Saint-Maurice-d'Auremas, etc. Elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle paye, sans discuter. Voilà. C'est donc cet amour, cette générosité qui va, je crois, nourrir le psychisme de Saint-Exupéry et probablement équilibrer tout ce qu'il y a de disparu, de silencieux, d'immobile, de pesant, de lourd à travers la disparition de son père. Alors, justement, ça ne l'empêche pas aussi d'avoir comme vous l'avez dit tout à l'heure, une vie affective compliquée. Ah oui, il y a les complications de l'amour, je dirais, qui sont évidemment, dont on voit le reflet dans les difficultés du Petit Prince avec sa Rose. Alors, dites-nous déjà... qui est cette Rose? Parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Je crois même que sa femme a écrit un roman, enfin une sorte d'autobiographie qui s'appelle Les souvenirs de la Rose rouge. Donc, Consuelo de Saint-Exupéry a vraiment affirmé que c'était elle. Notez qu'il y a beaucoup de ressemblances que vous relevez. Il y a beaucoup de ressemblances, ça, je pense. Alors, il y a un théologien allemand, Eugène Drewermann, qui a écrit un livre sur Saint-Exupéry et sur le Petit Prince en disant que c'est l'œuvre métaphysique la plus importante du XXe siècle. Bon, je crois que Drewermann, là, il a un petit peu exagéré, me semble-t-il. Et lui, il dit que c'est sa mère, parce qu'il est psychanalyste. Enfin, Drewermann se réclame aussi de la psychanalyse, et notamment des contes. Il a écrit sur les contes un peu à la façon de Bettelheim. Et lui voit sa mère. Mais je pense que c'est Michel Autran qui fait dans l'édition de la Pléiade, qui fait les commentaires. Et il dit, au fond, c'est toutes les femmes. Les roses, c'est toutes les femmes. C'est ni sa mère, c'est principalement Consuelo. C'est principalement Consuelo parce que cette Rose, là, je vais mettre beaucoup de gens à dos, j'imagine, mais peu importe. Elle est vraiment pas sympathique. Oui, c'est ce que vous dites. Voilà. Racontez-nous un peu l'histoire de la Rose. Dites-nous un peu. Ce qui se passe avec la Rose. Alors, ce qui se passe avec la Rose, c'est que ce petit prince, pourquoi est-ce qu'il s'en va de son astéroïde, où, à mon avis, il devait quand même s'ennuyer singulièrement. Il fait froid, il y a du vent, il n'y a rien, il ne se passe rien. Bon, enfin, et il y a une rose qui éclot. Voilà. Et il tombe, en quelque sorte, amoureux de cette rose. Mais cette rose est d'une coquetterie infernale, et lui fait un cinéma en disant qu'elle a froid, qu'elle s'enrhume, il faut sans arrêt qu'il soit à son service. Elle est épouvantable, cette Rose. C'est vraiment une caricature de la femme séductrice et en même temps qui a beaucoup d'épines, qui pique beaucoup. Et c'est écrit dans le livre. Le Petit Prince quitte sa planète parce qu'au fond, il n'en peut plus de cette Rose capricieuse, menteuse, etc., etc., etc. Donc, ce n'est pas une image très, très valorisante, la Rose. Et puis, quand il va s'apercevoir, quand il arrive sur Terre, il va tomber dans un champ de roses. Et il se dit, mais moi, je croyais que ma Rose était unique, et je m'aperçois qu'en fait, il y en a partout. Et il dit, si je lui dis ça, je ne vais même pas pouvoir lui dire ça parce qu'elle va être affreusement malheureuse. Et donc, il y a une espèce de chantage affectif parce qu'il va tout de même retourner sur son astéroïde, dit-il, pour retrouver sa Rose, dont il est responsable, puisqu'il l'a apprivoisée. N'est-ce pas? Mais alors, je termine ça parce qu'il y a un truc qui est rigolo aussi, sur l'affaire du mouton, n'est-ce pas? Le mouton, alors c'est vraiment un animal biblique, mais
il veut emmener un mouton, le petit prince. Et il dit à l'aviateur, mais ce mouton, il va manger ma rose. Parce que depuis toujours, les moutons mangent les roses. Il faut une muselière. Et puis, bien entendu, il décide la muselière, mais il oublie de mettre la courroie de telle sorte qu'il y a de forts risques que le mouton, un jour, mange la rose. Et alors on se dit, mais alors pourquoi il emmène un mouton s'il sait que depuis toujours les moutons mangent les roses? Et mon hypothèse un peu iconoclaste, c'est de dire, au fond, il emmène le mouton parce qu'il sait que le mouton va manger la rose, va le débarrasser. Il aurait pu emmener une chèvre, mais la chèvre n'a pas le côté biblique, inconscient, qui imprègne un texte. Donc c'est pour ça, je crois qu'il choisit un mouton. Alors, évidemment, tout ça, ça colle très bien quand vous le dites, et quand vous l'écrivez, en plus c'est très drôle. C'est vraiment un passage très, très intéressant du livre, donc toutes ces hypothèses sur la rose. Et je voudrais pas vous psychanalyser, mais enfin, vous avez une des préventions tout à fait suspecte. Voilà, vous avez des préventions très suspectes, à mon sens, contre cette rose. Mais plus sérieusement, moi, je le lis absolument pas comme vous, pour une raison très simple, c'est que je viens de la littérature persane. Et qu'en littérature persane, la rose, depuis la plus haute antiquité, a toutes ces caractéristiques dont vous venez de parler, que vous considérez comme étant contraires au charme. C'est-à-dire, vous dites, voilà, elle est insupportable, elle a des épines, elle a des caprices, etc. Or, la bien-aimée de la poésie persane est toujours une rose. Elle a toujours des épines, elle fait toujours des caprices, elle fait souffrir l'amant. Et c'est une entreprise d'initiation fondamentale à l'amour. Et c'est pour ça qu'il est apprivoisé. Parce qu'en réalité, c'est par ce type d'épreuve qu'il l'apprivoise. En fait, quand on lit Le Petit Prince à la lumière de la littérature persane, on n'a pas du tout la vision un peu négative, je dirais, que vous avez de la rose. Au contraire, elle devient l'initiation par excellence. C'est un peu, d'ailleurs, la rose d'Umberto Eco aussi, hein, et seule la rose demeure, finalement, parce que la rose, c'est quand même le symbole absolu de l'aimer. Oui, tout à fait. Mais on peut aussi regretter qu'elle ait trop d'épines. Vous expliquez, Pierre Lassus, dans votre livre que, en fait, vous commencez votre livre sur la mort de Saint-Exupéry. Et d'une certaine façon, vous donnez l'impression que peut-être il était aspiré, en fait, par l'idée même de la mort, que peut-être il a fait exprès de s'abîmer dans l'océan. Alors, il y a eu une énigme pendant très longtemps. Maintenant, l'énigme est résolue puisqu'on a retrouvé son appareil. Mais, et vous liez ça, en fait, le début de votre livre, qui est donc la fin de la vie de Saint-Exupéry, vous le liez aussi avec la disparition du Petit Prince à la fin, comme si Saint-Exupéry, en fait, avait, à travers le Petit Prince, déjà donné le programme de ce qui allait être sa mort. Comme si Saint-Exupéry ne pouvait pas mourir vieux. Oui. Il fallait qu'il meure jeune et qu'il tombe du ciel, d'une certaine façon, pour y remonter, puisque le corps est trop lourd à porter. Oui, c'est très étonnant, cette disparition de Saint-Exupéry, parce que pendant longtemps, d'ailleurs, on ne savait pas s'il était vraiment mort. Il y a des gens qui disaient non, il n'est pas mort, il s'est posé quelque part, ou il s'est réfugié dans un monastère. Comme le corps du Petit Prince qui disparaît. Voilà. Comme fuir sa femme. Oui, ça, il l'avait fui, pour de vrai. Comme Michael Jackson. Mais bon, donc il est certain que Saint-Exupéry, je crois, est en 1942 dans un état terrible physiquement. Il a eu des tas d'accidents d'avion dont il garde des séquelles graves, notamment par exemple quand il fait des vols en haute altitude, ça réveille des douleurs. Il boit beaucoup. Et on peut dire carrément qu'il est alcoolique. Il a une vie sentimentale effrayante. Je n'ose plus dire ça. Il y a beaucoup de roses autour de lui et elles ont beaucoup d'épines, mais enfin bon, il navigue de l'une à l'autre. Elles ne sont pas toutes mystiques, on va dire. Elles ne sont pas toutes mystiques. Et il est à bout, il écrit des lettres qui sont des lettres suicidaires, c'est-à-dire dans lesquelles il dit j'en ai assez, quoi. Si je suis descendu demain, ça sera très bien, je ne veux plus vivre dans cette vie, ce monde. Voilà. Il n'a que 44 ans, mais si vous voyez les dernières photos de Saint-Ex, par exemple quand on est obligé de l'habiller pour qu'il monte dans la cabine de l'avion, il est dans un état vraiment au bout du rouleau. Donc cette disparition était
c'est comme s'il l'avait prévu, quoi. D'où l'hypothèse à laquelle je ne souscris absolument pas d'un suicide de Syntex. Syntex ne peut pas s'être suicidé parce que Syntex a un sens du devoir tel qu'il avait une mission à accomplir, il revenait, il fallait qu'il rapporte. Mais sans se suicider, on peut avoir un comportement suicidaire. Alors il avait tout à fait un comportement suicidaire puisque la veille de son dernier vol, déjà il n'aurait pas dû voler puisqu'il avait été autorisé que pour 5 vols, il en fait 10. Bon, parce qu'il aime bien truquer, à chaque fois il contourne les obstacles. Bon, il n'aurait pas dû prendre. Il part le soir dîner, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais à 1h ou 2h du matin, il n'est toujours pas rentré au cantonnement, de telle sorte que le chef d'escadrille désigne un autre pilote pour accomplir la mission, parce qu'il dit, bon, il va rentrer à 5h du matin, mais à 7h du matin, Syntex apparaît et exige d'effectuer la mission dont il ne reviendra pas. Donc l'hypothèse qu'il ait eu un malaise, qu'il se soit évanoui. Vous savez, des fois, il y a des accidents en fin de parcours, les gens, ils sont presque arrivés, et puis la tension se relâche, et là, il était presque arrivé, puisque l'avion s'est abîmé au large de Marseille. Donc, il avait fait sa mission, peut-être qu'il a eu un malaise, pas assez d'oxygène, parce qu'il consommait beaucoup d'oxygène, vu sa corpulence et ça. Donc, c'est cette hypothèse-là. Mais cette hypothèse colle tellement avec l'histoire du Petit Prince, et puis ces derniers mots du Petit Prince dont on parlait tout à l'heure, voilà, c'est tout. Et je crois qu'en effet, il a dit ce qu'il avait à dire, il a vécu ce qu'il avait à vivre, c'est-à-dire sa rencontre avec lui, cet enfant, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Donc cet enfant, c'est lui-même, c'est l'enfant qu'il n'a pas eu. Voilà, il n'y a plus grand-chose à faire dans un monde où les choses commencent à ne plus l'intéresser parce qu'elles tournent justement à l'absence de spiritualité, à être dans le réel, le matériel, la finance. Et ça, il n'a pas très envie de le vivre. Alors il ne s'est pas suicidé, mais je pense qu'il a tout fait pour ne pas revenir. Oui, et on le voit d'ailleurs, même plus jeune, dans ses œuvres antérieures, on a comme une intuition de ça. On l'a dans Vol de nuit, quand le pilote regarde les étoiles et qu'il sait que c'est fini, qu'il n'aura pas assez d'essence, etc. Et puis peut-être pour clore, je voudrais lire un extrait, alors pas du Petit Prince, mais de Terre des Hommes, dans lesquels, je trouve de manière saisissante, on a ce qui va advenir à Saint-Exupéry. J'imagine un peu que c'est ce qui a dû arriver dans son avion. Évidemment, j'imagine, mais la littérature, c'est fait pour ça. Je renonce donc peu à peu au soleil. Je renonce aux grandes surfaces dorées qui m'eussent accueilli en cas de panne. Je renonce aux repères qui m'eussent guidé. Je renonce au profil des montagnes sur le ciel qui m'eussent évité les écueils. J'entre dans la nuit, je navigue. Je n'ai plus pour moi que les étoiles. Cette mort du monde se fait lentement, et c'est peu à peu que me manque la lumière. La terre et le ciel se confondent peu à peu. Cette terre monte et semble se répandre comme une vapeur. Les premiers astres tremblent comme dans une eau verte. Il faudra attendre longtemps encore pour qu'ils se changent en diamants purs. Il me faudra attendre longtemps encore pour assister au jeu silencieux des étoiles filantes. Au cœur de certaines nuits, j'ai vu tant de flammèches courir qu'il me semblait que soufflait un grand vent parmi les étoiles. Bon, voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Alors c'est pas tout à fait tout parce qu'on accueille Marie Dalquet pour sa chronique mensuelle. Bonjour Marie. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors, on va rester dans Saint-Exupéry. Je vais vous parler d'une exposition qui commence demain à Lyon, Saint-Exupéry combattant un engagement singulier pour la liberté. C'est jusqu'au 10 janvier, c'est organisé par l'Université de Lyon 3. Alors cette exposition, elle retrace la période de guerre de Saint-Exupéry, son engagement, ses témoignages, ses combats. Ce qui est intéressant, c'est que la scénographie est basée sur un plan de New York. Et à travers ce dédale dans le plan de New York, on retrace sa vie de pilote, de guerre, autour de sa période américaine, essentiellement de 41 à 43. Alors pendant laquelle il a écrit 2 livres, 2 témoignages, La lettre à un otage en 43 et Pilote de guerre. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce livre qu'il a écrit en 42 est un des premiers textes de résistance du point de vue de l'expérience de guerre. Il est un des 10 best-sellers de l'année 42 en Amérique. Et il
évidemment écrit Le Petit Prince aussi pendant sa période américaine. Voilà, c'est une exposition à c'est Saint-Exupéry combattant à l'université Jean Moulin de Lyon 3. C'est jusqu'au 10 janvier, 6 rue Rollet dans le 8e à Lyon. Plus d'infos sur univ-lyon3.fr. Alors, à noter qu'il y aura une table ronde intéressante par Emmanuel Laurentin, qui est le producteur de la Fabrique de l'Histoire sur France Culture et qui animera une table ronde le 1er décembre dans cette exposition sur le parcours singulier de Saint-Exupéry pendant la guerre. Alors, je voulais aussi vous présenter deux livres assez intéressants autour du Petit Prince. Celui qui s'appelle La belle histoire du Petit Prince. Alors, c'est l'histoire plus d'autres textes, dont des études sur la genèse américaine du livre, le phénomène éditorial du livre à l'époque, des analyses sur Saint-Exupéry écrivain, et puis des témoignages des personnes qui ont compté pour Saint-Exupéry à l'époque du Petit Prince. J'imagine que vous l'avez lu, Pierre Lassus. Oui. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est un livre qui est assez récent, qui a été publié sous la direction de Delphine Lacroix. En 2013. En 2013, voilà. Et il montre aussi, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il illustre très bien ce qu'on disait il y a quelques semaines avec Jacqueline Kellen sur les contes, c'est que c'est un vrai conte dans le sens fort du terme, parce que chacun y porte un regard qui est le sien. Et finalement, c'est ça qui fait que c'est universel. C'est que chacun peut projeter dans le Petit Prince ou se nourrir dans le Petit Prince par, je dirais, avec quelque chose qui vient de lui-même. Donc ça correspond à tout le monde. Oui, absolument. C'est ce qui fait l'universalité du conte. Oui. Ouais, donc c'est La belle histoire du Petit Prince chez Gallimard. Et puis alors là, un livre un petit peu plus pointu, c'est toujours chez Gallimard, c'est Le Petit Prince, facsimilé et transcription. Donc ça, c'est pour les fans. Hein. Facsimilé du manuscrit original avec des aquarelles non retenues par l'éditeur à l'époque. Et puis c'est pour découvrir la genèse de l'écriture du Petit Prince. Donc tous ces livres sont chez Gallimard. Mais écrit en anglais ou en français? Il écrit en français. Il était traduit, parce que comme c'est un éditeur américain, il aurait pu l'écrire en anglais. Le Petit Prince est sorti simultanément en français et en anglais. Voilà. Il est Et sorti, je peux vous dire que le manuscrit, pour y avoir eu accès aussi, il faut s'accrocher pour le déchiffrer, parce qu'on voit vraiment qu'il était très fatigué quand il écrit. Son écriture est illisible. C'est horrible. Oui, il est sorti en 1943, Voilà. donc en français et en anglais en Amérique, et il a été édité en 1946, donc 3 ans après, en France. Voilà, donc voilà, ça c'est pour Le Petit Prince. Et puis je voulais vous parler d'un livre, alors un livre photo de Jacques Perret qui s'appelle En campagne, aux éditions Créafis. Alors le photographe Jacques Perret, c'est un peu le Petit Prince sur un champ de bataille. Le Petit Prince parle à l'âme des roses, Jacques Perret parle à l'âme des tournesols après la moisson. Il a construit avec son éditeur un livre photo à partir des lettres de guerre d'un soldat séminariste transmis depuis 1914, de femme en femme, qu'il a sorti d'un tiroir au retour d'une prise de vue. Alors ce livre photo, c'est un poème visuel construit à partir d'une douzaine de lettres, qui retient derrière chaque mot la tristesse, la douleur d'un soldat qui protège ses parents de l'horreur de la guerre à travers ses lettres. Il s'appelle Étienne Vernaz, il écrit « Je suis toujours en bonne santé, quoique très fatigué. Je ne m'ennuie pas trop, mais suffisamment. » Les photos de Jacques Perret, c'est l'âme de ce soldat qui ne dit pas, le champ a la couleur sombre de la fin du jour, les tournesols ont le corps de ces hommes qui ne tiennent plus que sur un pied, la tête brisée, et comme le dit majestueusement Évelyne Perret-Christin dans la préface, tout est lourd comme le silence, la mémoire de la guerre surgit et s'impose avec violence. Alors c'est dans la lumière que se termine ce livre photo avec la conclusion de la brillante historienne Anne Becker, qui inscrit dans la réalité de l'histoire la force spirituelle qui nous a traversés tout au long de ces pages. En campagne, Jacques Perret, aux éditions Créafis. Merci Marie. Et puis je rappelle Pierre Lassus, La sagesse du Petit Prince, avec en sous-titre À la recherche de l'enfant perdu avec Saint-Exupéry aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous parlerons avec Alain Cugnot de l'entomologie comme art de philosopher. On vous expliquera ce que ça veut dire. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous. Dime de dónde viene
pas.